on se connaît, on a les mêmes problématiques, on discute souvent. Votre regard et votre expérience, effectivement, sont précieuses parce que c'est en travaillant avec d'autres collectivités qu'on arrive à enrichir les savoirs et puis surtout à capitaliser sur les expériences pour être plus réactifs. À la fois en tant qu'élu de la ville de Chartres, parce que je rappelle que c'est 40 195 habitants, et aussi de la métropole avec plus de 135 000 habitants. Vous avez peut-être des réactions. On a parlé du plan France Relance. Pleine Commune a bénéficié du plan France Relance. Vous avez bénéficié du plan France Relance. Peut-être quelques réactions à ce qui vient d'être dit par nos experts comme Cybergente, Cybermalveillance et Annecy. Et je sais que vous avez inauguré il n'y a pas très longtemps un centre. Peut-être nous en dire quelques mots, cher Richard. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, moi, je voulais remercier les intervenants, à la fois à titre individuel pour leur présentation, mais aussi à titre collectif, et en tant que collectivité qui a bénéficié justement à la fois du parcours de sécurité de l'ANSSI, des conseils avisés de travail partenarial avec Cybermalveillance et du soutien local de la gendarmerie nationale. Je peux témoigner, encore une fois, de l'implication de l'ensemble de l'écosystème et des écosystèmes. Et ça, c'est important. Moi, la première réaction, c'est de dire aux gens qui sont dans la salle, s'ils n'en étaient pas convaincus, vous n'êtes pas seul, et vous avez là à la fois des personnes et des structures qui sont à votre disposition. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et je dis ça parce que moi, je suis un jeune élu donc depuis 2020. La première réaction, quand j'ai posé les questions sur la partie cybersécurité, c'est on m'a expliqué que tout va bien à Chartres et on ne serait jamais attaqué. Bon, ok. Et la deuxième réaction, c'est de dire ouais, c'est compliqué, voilà, c'est loin, c'est national. Voilà, donc j'ai dit non, mais il faut y aller, il faut poser les questions, il faut demander, il faut déposer les dossiers. Donc il faut, en tant qu'élu notamment et en tant que responsable, c'est-à-dire forcer les gens à se présenter au guichet. Alors parfois c'est du guichet budgétaire, hein, ça a été évoqué, et je peux vous garantir que c'est intéressant. Subvention de 70-80% hein, dans le cadre, encore une fois, des audits, et derrière, là aussi, ça décline sur des acquisitions. Donc ça, c'est vraiment la première réaction. La deuxième réaction, encore une fois, c'est d'arriver à essayer d'infuser dans les structures une culture nouvelle, c'est-à-dire éviter le déni, ça ne nous concerne pas, éviter la complexification, la technique, la technologie. Souvent, quand on parle de cyber, d'ailleurs, dans la salle, j'imagine qu'il y a plein de gens qui connaissent ça par cœur, on se dit la cyber, c'est le DSI. Ok, il va s'en occuper, voilà. Donc il faut avoir un DSI et puis on a coché la case. Pas du tout, parce que ça a deux impacts. D'abord, le DSI, il va faire sa vie, et le DSI, c'est pas lui qui va lui-même se critiquer. Donc il faut un responsable de sécurité qui challenge le DSI. C'est important. Le responsable de sécurité des systèmes d'information ne doit pas être sous l'autorité du DSI. Il doit être à côté. C'est son Jiminy Cricket qui permet de dire non mais là ton truc est pas bon, il faut le vérifier, il faut le... Voilà. Donc ça c'est quand même un élément important. Et ensuite il faut effectivement que les élus soient en première ligne. Et ça c'est un élément important. Dans une collectivité, l'élu est vu un peu comme l'OVNI, ça passe, et il dit ouais de toute façon nous on sera encore là, il sera parti, il sera plus élu la prochaine fois. On va commencer à s'embêter avec lui. C'est du vécu, hein. Et attendez, le sujet, c'est pas porté par Pierre-Paul Jacques, le sujet, il concerne tout le monde. Il n'a pas de couleur politique, en plus. Alors là, je parle des intercos également. Les intercos, c'est effectivement un bon niveau, me semble-t-il, de portage de la question cyber. Mais le problème de l'interco, c'est qu'on est sur des collectivités et des maires et des responsables qui n'ont pas forcément la même couleur politique. Chartres Métropole, c'est 66 communes. 150 à 40 000 habitants, 66 communes, vous imaginez bien que tous les maires ne sont pas du même bord politique. Et je leur dis souvent, et j'essaie de les convaincre, sur l'absence de couleur politique de la sécurité et de la cybersécurité. Mélanger les gens, ça n'a jamais produit d'efficacité. Ça, c'est aussi un élément, encore une fois, en réaction à ce qui a été dit, qui est de dire le collectif doit l'emporter. Et pour ça, il faut que l'élu soit convaincu, il faut que l'élu, encore une fois, aille au contact, et utiliser les outils existants. Ça a été évoqué, je me permets vraiment de faire un focus sur cybermalveillance, il y a des outils exceptionnels. Simplement, il faut aller les voir et se les approprier. Il ne faut pas les prendre et puis les diffuser, ça ne sert à rien, de toute façon les gens ne les liront pas. Il faut les prendre, se les approprier et les remettre en contexte
locales pour essayer de faire de la pédagogie. Et alors souvent, les élus qui sont dans la salle, je pense, vous êtes sollicités régulièrement par plein d'entreprises qui vous expliquent qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça, ainsi de suite. Ne réinventez pas la poudre, n'allez pas chercher la poudre ailleurs. Les éléments sont là. Vous avez une agence nationale, vous avez des gens qui sont là pour, encore une fois, cybermalveillance, pour vous apporter de la pédagogie, et vous avez la gendarmerie et la police nationale qui sont à votre contact. Utilisez ces outils, ils existent et ils fonctionnent. Et moi, vraiment, je témoigne, encore une fois, du fonctionnement de l'ensemble de ces dispositifs. Enfin, pour ne pas être trop long, il y a quand même un élément qui doit l'emporter si jamais il y avait une interrogation chez les élus, c'est la responsabilité pénale. Parce qu'au final, quand on parle de données, les données, je rappelle qu'elles sont sous l'autorité des élus et du maire, et du président, ainsi de suite, enfin, en fonction. Et que si jamais il n'a pas mis en place les outils nécessaires, utiles et efficaces pour empêcher la fuite de données ou le piratage de données, il est pénalement responsable. Enfin voilà, s'il n'y a que ça qui doit motiver, c'est aussi une motivation. Parce que quand il y a une attaque, alors effectivement il y a des réactions, mais derrière il y a des enquêtes. Et le juge va regarder si, encore une fois, les autorités responsables, en l'espèce les élus, ont pris les mesures adaptées à la situation et s'ils ont vraiment mis en place un dispositif de sécurité des systèmes d'information. Si rien n'a été fait, à un moment donné, on ira chercher la responsabilité pénale des élus. Donc ça, je termine un peu pour ce côté négatif, hein, pour ce première intervention, mais ça me paraît aussi important d'expliquer ça en haut de la pyramide. Parce que souvent, en haut de la pyramide, on dit, ouais, bon, tout ça, c'est l'histoire de spécialistes. Moi, j'ai eu la chance à Chartres, c'est Jean-Pierre Gorge, qui est le président de l'AGLO et maire de Chartres, est un ancien DSI. Donc, quand je lui ai parlé de sécurité, il a tout de suite compris, et on est parfaitement en phase sur le sujet. Mais ça n'a pas été simple de convaincre en dessous. À titre d'exemple, on a recruté notre responsable de sécurité des systèmes d'information l'année dernière. Il m'a fallu 2 ans. Non pas pour convaincre le président, mais pour convaincre les services. Oui, effectivement, et tout ça, je disais dans mon propos préliminaire, la confiance. La confiance de l'élu local, c'est quelque chose de précieux en termes politiques, en termes d'élus, et nous avons un devoir, en tout cas, de protéger les données de nos concitoyens. Cette donnée qui est très précieuse, je dirais, pour les pirates, puisque c'est celle qui est la mieux qualifiée, et nous sommes détenteurs d'une richesse très prise dans le dark web, notamment avec la vente. Et c'est une vraie valeur, en tout cas dans le dark web. Alors, plus concrètement, si on rentre dans les actions, ce que citait tout à l'heure le général Boger et Jérôme Notin sur les campagnes de phishing pour entraîner en fait nos équipes aux problématiques d'hameçonnage, qu'est-ce que vous faites plus concrètement sur Chartres et la métropole pour agir? Quelles sont les actions que vous avez menées à la fois techniques, parce que vous avez bénéficié de France Relance, mais aussi auprès des collaborateurs, et puis la fameuse inauguration de votre centre. Alors, oui, c'est vrai que tout à l'heure on parlait du centre. Alors, c'est pas un centre cyber, je le précise, c'est un centre de supervision intercommunale. Donc, je vais commencer par ça. Donc, la décision qui a été prise, c'est de mutualiser l'ensemble de la vidéoprotection de l'ensemble des communes de l'AGLO. 66 communes. Globalement, aujourd'hui, on a à peu près 500 caméras sur l'ensemble des communes. Au total, on va passer à 600. Et la décision qui a été prise, c'est de mutualiser tout ça et de rapatrier l'ensemble des images sur Chartres, sur un centre de supervision qui, en fait, travaille au profit de l'ensemble des élus et des communes de l'AGLO. Ça a l'air simple comme ça, mais évidemment, c'est forcément un peu compliqué. Je vous ai évoqué l'équation politique. Ensuite, il y a l'équation budgétaire. Il se trouve que là, c'est l'AGLO qui prend en charge la totalité des coûts. C'est-à-dire que la commune, là où avant elle payait ses caméras, en fait, aujourd'hui, elle ne paye plus rien. C'est l'AGLO qui prend tout en charge. Mais du coup, ça nous permet à nous, au niveau AGLO, d'avoir un système normalisé, partagé, interopérable, et qui effectivement rapatrie des images de grande qualité au centre de supervision intercommunale. Alors pour ça, il a fallu déployer de la fibre sur l'ensemble de l'AGLO, un petit ticket à 5 millions d'euros, et puis ensuite, effectivement, mettre en place des caméras, et puis un ensemble de systèmes de rapatriement avec des effectifs du centre de supervision. Tout ça, il faut le sécuriser, parce que tout donne les images, il faut ensuite sécuriser le tout. Donc bien sûr, le dispositif, et compte tenu de notre sensibilité avec le maire président sur la partie sécurité a été mise en place en même temps que la partie technique. Et c'est ça qui est important, c'est que dans tous les nouveaux projets, quels qu'ils soient, on intègre d'emblée la cybersécurité nativement
dans la construction du dispositif. Ça, c'est hyper important, alors notamment en matière de vidéo, parce que il ne s'agit pas de se faire craquer, de faire pirater les éléments, et ça, c'est un élément important. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme autre dispositif? Alors, on bénéficie effectivement du plan France Relance, et l'ANSSI nous a accompagnés, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et on a aussi, en tout cas, lancé une sensibilisation. Ça a été évoqué tout à l'heure, et c'est hyper important, une sensibilisation des élus. Notre objectif avec le maire-président, c'est que d'ici 2024, on va dire fin 2024, l'ensemble des élus et des agents de l'agglomération, les agents de l'agglomération, c'est 1200 personnes, hein, c'est mutualisé ville, centre et agglo, 1200 personnes plus les élus, que l'ensemble de ces personnes soient sensibilisées et aient bénéficié d'un module d'au moins 1 heure, encore une fois, de formation de sensibilisation. En liaison avec, encore une fois, la cybermalveillance, qui a des outils pédagogiques extrêmement pertinents. Donc on a commencé. En fait, on a commencé un peu en avance de phase pour tester un peu quelques dispositifs. Et on s'est aperçu que, là aussi, le niveau de réponse est un peu différent. Je vais reprendre l'exemple de ce que je présentais tout à l'heure, le haut du spectre, le milieu du spectre, le bas du spectre. On a des gens qui connaissent très bien, qui sont hyper convaincus, qui, globalement, on n'a pas grand-chose à apprendre. Pas grand-chose, mais on apprend toujours quelque chose. Ces gens-là vont nous servir de relais. Et ça peut être des élus, ça peut être des agents. Ensuite, on a ceux du bas du spectre qui n'y connaissent rien, donc ceux-là, il faut une formation spécifique. Il faut plus qu'1 heure. Parce que, rien que le mot cyber, ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. D'ailleurs, je pense qu'on a tous une définition différente du mot cyber. Mais ce bas du spectre a besoin d'un accompagnement un peu plus formel. Là, je parle des agents. À titre d'exemple, l'an dernier, on a fait l'objet de 3 attaques identifiées. L'une est arrivée par une clé USB, d'une secrétaire en plus du cabinet du maire, qui nous a mis une clé USB verrouillée dans le dispositif. Pas de bol. Heureusement, on l'a détectée. La deuxième attaque, ça a été fraude au président à travers notre cabinet comptable. On peut se dire, on n'est pas concerné. Bien sûr qu'on était concerné. Et c'est donc le cabinet comptable parisien. Vous ne voyez pas une attaque parisienne, mais en tout cas, ça veut dire extérieur à l'agglo, en tout cas. C'est ça l'idée. Finalement, on nous appelle, ah oui, on a fait un virement, on n'aurait pas dû, bref, enfin bon, je passe les détails. Pas de bol. Heureusement, on a réussi à le bloquer. Bon, mais ça a été à quelques secondes près. Et la troisième, plus pernicieuse d'attaque, le logiciel, je ne sais pas si vous avez ça ici, le logiciel de file d'attente du guichet unique. Donc on a un guichet unique où le citoyen vient, voilà, il prend un ticket, puis il y a un logiciel qui lui dit, tiens, tel machin, tel guichet. En fait, la société qui nous a fourni ce truc-là a été hackée, et nous, donc, par dégâts collatéral, on a également été attaqués, en fait. Donc ça montre bien que la cible, c'est pas forcément nous, mais ça peut être nous au final, parce que tout ça, c'est un jeu de domino. Et puis ça peut, encore une fois, tomber sur nous. Donc ça, c'est, voilà. On travaille donc sensibilisation des élus, sensibilisation des agents, et là, donc, on va mettre en place, à l'issue de l'audit par l'ANSSI, un certain nombre de dispositifs qui permettront de faire des tests, pour voir un peu comment réagissent les gens, et ainsi de suite. Un autre aspect que je voulais évoquer, qu'on a commencé à travailler, mais qui n'est pas encore complètement fait, c'est la qualité de vie au travail. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Pour moi, c'est déterminant. Parce qu'en réalité, on parlait des fichiers, on parlait des messages. Pourquoi les gens cliquent rapidement? Soit parce que c'est urgent, soit parce qu'ils ont tellement de messages à lire qu'ils n'ont pas le temps de lire chacun. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc il y a des périodes pendant lesquelles nous sommes tous vulnérables. C'est quand on est pressé, ou quand on a un stock de mails de manière importante à traiter avant les vacances, ainsi de suite. Il y a des périodes aussi qui sont plus ou moins compliquées. Et donc, on est en train de travailler sur le poste de travail. Parce que 90% du sujet en matière de cybersécurité, c'est, encore une fois, c'est pas la machine, c'est l'être humain qui est derrière. Et donc, travaillons sur l'aspect individuel et donnons du temps aux gens pour lire les mails correctement, pour identifier finalement des choses qui, après, quand ils les revoient, paraissent évidentes, mais sur le coup, on clique trop tard. Donc, prenons ces quelques secondes, mais ça ne veut pas dire prendre les secondes, ça veut dire que l'autorité politique des élus et l'autorité administrative, les DGS et autres, doivent donner du temps, doivent organiser le service pour que les gens puissent prendre ce temps. Il faut déculpabiliser, en fait. La déculpabilisation, elle est importante. Elle est importante parce qu'il faut signaler, alors ça a été dit tout à l'heure, effectivement, quand il se passe quelque chose, il faut tout de suite appeler. Donc, il ne faut pas se sentir coupable. On est victime, ça peut arriver, il faut y aller. Sur le poste de travail, c'est la même chose. Il faut déculpabiliser les gens qui prennent le temps. Alors évidemment, si vous mettez 15 jours à lire un mail, ça fait un peu compliqué, ça fait un peu long.
Mais il y a, encore une fois, du bon sens à mettre en place. Il y a aussi la gestion des clés USB. Alors actuellement sur Chartres, on travaille sur un projet de fin des clés USB. Alors c'est pas utopique, puisque GDSN, en fait, ça se fait, il n'y a pas de clé USB sur le poste, ou alors c'est extrêmement normé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a l'histoire du téléphone pendant les réunions. Alors il se trouve que là on est tous notre téléphone, mais quand vous avez une réunion sensible, vous laissez votre téléphone à l'entrée. Il y a plein de choses comme ça qui, encore une fois, peuvent être faites à travers et autour des agents et des élus. Mais ceux qui portent le dossier, ceux qui portent le sujet, c'est les élus en première intention. Encore une fois, les administrations, elles appliquent, elles mettent en œuvre, elles ont des compétences bien entendu, mais si le projet n'est pas porté politiquement, ça ne marchera pas. Et vraiment sur Chartres, je vous donne cet exemple-là, parce qu'il m'a fallu 2 ans pour recruter le RSSI, et pourtant je vous dis, mon président, c'est son 4e mandat, et il est DSI, donc c'est pas lui qui était contre. C'est le système qui expliquait qu'il y avait d'autres priorités, que ça, tout ça, ça ne nous concernait pas, ainsi de suite. Et puis, voilà, qu'est-ce que c'est que ces élus qui viennent nous dire ce qu'il faut faire? Non mais c'est important, parce que c'est finalement souvent là que le bas blesse. On peut être convaincu sans arriver à convaincre. Et l'objectif, c'est à la fois d'être convaincu et d'arriver à convaincre. Je vous confirme cette expérience, parce que sans portage politique fort, sans esprit d'équipe, parce que je crois que les services et les élus font sens en termes d'équipe face à cette menace, et que l'union des forces, et je le dis souvent, c'est plus fort que la somme des forces. Général Boget, peut-être une réaction? Oui, je pense que déjà on ne réagit jamais après les propos d'un ancien directeur général, surtout quand on les respecte profondément comme c'est mon cas. Mais je crois que Richard a dit ce qui est au cœur de notre réflexion. L'élu, il doit y avoir un vrai portage politique. J'ai encore trop de communes où, y compris les grosses, où le RSSI m'avoue qu'il n'arrive jamais à voir l'élu. Comme par hasard, ça ne marche pas. Je vous le dis. Tout ça se traite, c'est l'administration administrante que certaines structures aiment plus que d'autres. Le portage politique, le poids politique, la pression amicale du chef pour faire avancer la machine, elle est fondamentale, sinon le système ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose que vous, élus, dont vous devez vous saisir, relayer le message, faire bouger des structures qui, par définition, structurellement, vont avoir tendance à rester immobiles en disant mais non, mais moi je travaille bien, regardez, on fonctionne encore, tout va bien, on n'est pas mort, machin, etc. Sauf que le jour où on est attaqué, et rappelez-vous bien, ne vous demandez jamais si vous allez être attaqué, mais plutôt quand. Quand vous serez attaqué, la même administration dira « Oula, là, tout est planté et je ne sais pas quoi faire ». Mais seulement, ça sera trop tard. Et donc, il faut vraiment que vous, les élus, vous preniez en compte le sujet, que vous le portiez, et que vous poussiez, que vous impulsiez le dispositif. Merci, Général. Alors, plus sérieusement, évidemment, je crois que Richard l'a dit, il y a le collectif. Vraiment, si vous êtes élu dans une collectivité, quelle que soit votre taille, si vous êtes chef d'entreprise, il y a effectivement quelques années, vous étiez seul. On était tous dans notre coin, mais on avait du mal à être entendus, et pas ce genre d'événement qui était organisé. Aujourd'hui, on a tous collectivement donc produit des choses qui sont à votre destination, qui sont des outils qu'on met gracieusement à votre disposition. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est que vous les preniez, vous les accapariez, vous les personnalisez, vous les adaptez et vous les rediffusiez. Donc voilà, mon message c'est ça. On a dit, je ne vais pas citer les contenus, mais on a un kit clé en main, une méthode clé en main de sensibilisation pour les collectivités qui peut évidemment être déclinée pour les chefs d'entreprise. On évoquait les aspects juridiques, alors ça c'est un peu moins drôle, mais avec la CNIL qui est également membre de notre dispositif, on a créé un guide juridique à destination des élus dans les collectivités, justement pour leur rappeler un peu que non, ils ont de la data perso et qu'ils doivent donc la protéger au-delà même du RGPD. Donc voilà, donc, n'hésitez pas, on l'a dit aussi, on est vraiment tous à votre disposition, directement, indirectement, pour qu'on puisse vous accompagner et faire que, au niveau national, on élève un petit peu le niveau de cybersécurité en attendant qu'on se fasse tous poudrer pour les JO. Merci Jérôme, je crois qu'en sortant d'ici, il faudra aller faire un tour sur cybermalveillance.gouv.fr. Je peux en témoigner parce que moi j'ai vu des affiches, et je vous en ai parlé d'ailleurs, dans des salles de réunion de pleine commune avec les affiches de cybermalveillance. L'outil diagnostic installé sur mon site, donc c'est aussi un outil que vous mettez à disposition des entreprises et des collectivités, et bien entendu toutes vos publications. Richard Lézuré. Simplement, moi je voulais rappeler là aussi,
insister vraiment sur le collectif et insister sur la réactivité et l'existence, encore une fois, de l'ANSSI, de supervision de la gendarmerie et de la police nationale. Il y a des outils, ils existent, il faut aller voir, il faut les utiliser, il faut les solliciter. Et moi, encore une fois, quand on les sollicite, il y a des réponses. C'est hyper important pour les collectivités, c'est hyper important pour les TPE, PME, dont on n'a pas directement parlé, mais qui sont dans le même cas, hein, encore une fois, hein, qui sont encore parfois souvent plus seuls, en réalité, parce qu'après il y a les environnements concurrentiels entre les uns et les autres. Mais ce collectif, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance d'avoir ces institutions que je remercie encore une fois pour leur action quotidienne au service de la sécurité et de la cybersécurité. Merci Richard. Avant de faire conclure Général Vauger, on travaille ensemble avec le contrat de filière industrie de la sécurité qui regroupe l'ensemble des industriels français de la sécurité et en incluant à la fois cybersécurité et sécurité. Et on est très impliqués parce que au-delà des enjeux de cybersécurité, on a des enjeux de rayonnement à l'international de nos savoir-faire en la matière de cybersécurité et de sécurité quand on accueille un événement, je dirais, de ce type planétaire. Et il y a eu tout un tas de résultats d'expérimentations qui ont eu lieu, 190 expérimentations en France sur le périmètre JOP sur des solutions Made in France à plus de 80%, d'après les derniers chiffres de Daniel Gokik Atos. Et on a une vraie mobilisation, on a un véritable esprit d'équipe. Et moi, ce que je retiens, en tout cas, cher Richard, de travailler à votre contact, au contact de ces éminents experts en matière de cybersécurité nationaux à rayonnement international, c'est l'humilité qui habite l'ensemble des acteurs et cette idée que Daniel Le Gokik, pour ne pas le citer, disait il va falloir qu'on mette les shorts et qu'on apprenne à pédaler un peu vite, mais tous ensemble au même rythme pour pouvoir réussir. Alors je vais laisser le mot de la conclusion au général Vauger sur tout ce qu'on s'est dit. Vous avez quelques minutes, cher général. Alors, je ne vais surtout pas paraphraser forcément moins bien ce qui a été brillamment dit par les participants de la table ronde. Et comme j'aime bien dénoter, je voudrais vous faire un pas de côté sur deux éléments. Un, pour revenir un peu à ce qui était dit au début. Je vous avais incité à calculer combien est-ce que ça faisait d'incidents, d'attaques par ransomware pendant que nous parlions. Il se trouve qu'actuellement, je surveille particulièrement un grand groupe de hackers qui a décidé de s'en prendre à la France. Le temps que nous parlions, ils ont attaqué 39 sites de par le monde. Parce qu'il se trouve que ça tombe sur mon téléphone, c'est pour ça que je regardais régulièrement. Nous en sommes donc à 39 depuis une heure. Ça, c'était le premier élément pour dire que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il y en a à peu près tous les pays. Ce qui me rassure, c'est que j'en ai pas vu en .fr. C'est plutôt bon ça. 30 ans. Ça, c'est le premier élément sur lequel, voilà, c'était juste pour finir d'éclairer votre lanterne. Le deuxième, c'était faire un comeback sur ce qui a été dit par Mona en introduction, en abordant un sujet qui me touche particulièrement à cœur et qu'on n'a pas du tout abordé parce qu'on s'est très focalisé sur les collectivités et les TPE, PME, mais c'est ce qui touche nos gamins. Le cyber, c'est également du cyberharcèlement, des revenge porn, et nos gamins sont particulièrement exposés. On est tous beaucoup parents. Je vous en conjure, regardez ce que font vos enfants. C'est pas toujours très beau ce qui se passe sur le cyber. Dans le cyber, ils sont vraiment, ils baignent là-dedans. Et pour illustrer mon propos, ce week-end, c'est ce qu'évoquait Mona en début d'introduction, par chance, on a quelqu'un qui nous a contacté parce qu'une gamine venait de publier sur Twitter un truc comme quoi elle était en contact avec une copine de l'INSEE, la fille qui s'est fait cyberharceler et qui s'est suicidée, et qu'elle allait faire exactement pareil. Bon, les gars, je suis très fier, ont extrêmement bien réagi, on a réussi à remonter illico, retomber sur la gamine en question, arriver à échanger avec elle, arriver à ce qu'elle lâche le nom de la fille en question, qui souhaite un petit garçon de 8 ans, qui baignait dans ce truc-là et qui s'interrogeait sur
sur la suite de sa vie, qui voulait aller se pendre. Bon, on a réussi à le récupérer à temps et le gamin est en sécurité. Mais tout ça pour dire, et c'est pour ça que j'utilise mes 60 secondes ou mes quelques minutes pour insister là-dessus, regardez ce que font vos enfants. Ils ne sont plus dans le même monde que vous, j'en suis désolé, ils sont plus dans le même monde que moi, c'est sûr. Ils sont nés avec ça, ils sont permanents sur TikTok, les différents réseaux, enfin pour eux, vous l'avez vu, c'est complètement natif, ils ne se téléphonent plus, ils s'envoient des vocaux. Honnêtement, attention, regardez, nos gamins sont exposés. C'est à nous, parents, d'aller échanger avec eux, discuter avec eux, de façon à ce qu'ils gardent et qu'ils fassent la part des choses. Et je finirai par, si vous en plus vous arrivez dans le discours à attirer leur attention sur tout ce qui est intelligence artificielle et les dangers que ça amène, puisque c'est un vrai sujet, vous l'avez vu, l'IA, vous avez tous vu ChatGPT, etc., qui est parti plein pot. C'est magique, l'IA, ça fait plein de trucs, des trucs très bien, ça s'est développé des programmes entiers sans se tromper en 3 secondes. Ça, c'est aussi vous dire des idioties dans les mêmes 3 secondes avec un aplomb extrêmement important, puisque tout dépend du jeu d'apprentissage avec lequel a été nourrie l'intelligence artificielle. Donc là aussi, éduquez vos gamins. Là aussi, les gendarmes, alors nous on travaille beaucoup avec les lycéens, les collégiens, et les élèves en école primaire, de façon à attirer leur attention. Et vous, parents, vous avez aussi un rôle à jouer. Attirer leur attention sur les risques Internet, discutez-en avec vos enfants, pour qu'ils ne soient surtout pas isolés, qu'ils ne fassent pas une connerie comme il manquait d'arriver ce week-end. Voilà. Merci beaucoup, Général. Merci, applaudissons nos intervenants.